Donc je recommence, merci à tous, merci beaucoup d'être là. Voilà, pour cette conférence plutôt champêtre et qui va se faire au Chant des Cigales. Donc nous avons le grand plaisir de recevoir parmi nous Youssef Indy ce soir, qui a eu la gentillesse de sacrifier une partie de ses vacances, de ses courtes vacances sur la Côte d'Azur, pour nous transmettre son savoir, issu d'un travail acharné et précieux. Un travail de recherche sur la politique en général, et notamment sur ce qui est invisible, afin que chacun puisse se forger une véritable conviction. Le thème de la guerre civile sera abordé, ainsi qu'une analyse de la situation politique en France. Cette conférence a pour vocation d'être interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci, un grand merci Youssef, merci beaucoup pour ton apport à notre éveil citoyen, et nous te remercions fraternellement pour ta présence surprise. Vive les Gilets jaunes et vive la France! Pardon, vive la France libre! Merci à tous, merci aux Gilets jaunes du bassin cannois de m'avoir invité. Alors, en préambule, je voudrais préciser que cette conférence n'étant pas véritablement prévue, elle est plus ou moins improvisée, mais j'ai quand même préparé un plan aujourd'hui. Donc ça va être une conférence improvisée, voilà, au fil de l'eau. Et je vais faire une intervention relativement courte pour qu'on puisse avoir un échange, un dialogue, des questions-réponses. Alors le thème que j'ai choisi pour cette conférence, c'est les Gilets jaunes et la guerre culturelle. Parce que, comme l'expliquait Gramsci, la victoire politique, la guerre politique qui doit mener à la victoire politique, doit être précédée d'une guerre culturelle, d'un combat culturel. Et beaucoup de gens qui ont vu le mouvement des Gilets jaunes en apparence s'estomper n'ont pas compris qu'en réalité, cette première phase du mouvement des Gilets jaunes était en fait pour moi une victoire culturelle. Alors je vais expliquer ce qu'est pour moi une victoire culturelle et surtout la séquence historique dans laquelle se situe la France et ce qui explique l'émergence du mouvement des Gilets jaunes et sa victoire culturelle. Disons la première manche. C'est la première manche qui a été gagnée. D'abord, je vais faire une introduction sur la fin du clivage gauche-droite. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, je l'ai fait par ailleurs. Et Emmanuel Todd déjà l'avait fait dans un ouvrage paru en 2008 qui s'appelle Après la démocratie, où il expliquait que la fin du clivage gauche-droite sur la longue durée était la conséquence de l'effondrement de la croyance catholique, car ce qui structurait le clivage gauche-droite historiquement en France depuis la Révolution française, c'est l'opposition d'une part entre d'une part l'Église catholique, le catholicisme et le peuple de France catholique, et les forces qui se sont opposées à l'Église, à savoir le républicanisme, et est-ce que le républicanisme va engendrer tout au long du XIXe siècle, notamment le socialisme. Et la République, qui a connu des bégaiements historiques depuis 1789, finalement connaît sa crise terminale depuis quelques décennies, car ce qu'elle a combattu en somme depuis à peu près 2 siècles s'est effondré, à savoir le catholicisme, c'est-à-dire la croyance catholique en France en particulier. Ce qui émane de cette opposition entre catholicisme d'un côté et républicanisme de l'autre, ce sont les forces, dans un premier temps, contre-révolutionnaires, monarchistes, et qui vont donner naissance par la suite à la droite, d'une part, et d'autre part, la gauche, à savoir le Parti socialiste et le Parti communiste. Ce à quoi s'opposait la République ayant disparu, c'est-à-dire le catholicisme, la gauche s'est effondrée. Et là, on a vu l'émergence d'un nouveau clivage, qui n'est plus gauche et droite, mais pour aller vite, entre ce qu'appelle Christophe Guilluy la France périphérique, c'est-à-dire la majorité des Français, et la France
je dirais la France minoritaire, la France des métropoles, c'est-à-dire l'oligarchie, 1%, les 1%, et qui a rattaché derrière elle 20 à 25% de la population française qui vit dans les grandes villes et qui bénéficie du système de la globalisation économique et de la mondialisation culturelle. On a déjà eu un exemple de cette disparition du clivage gauche-droite lorsque, avec Nicolas Sarkozy en 2007, on a eu donc Nicolas Sarkozy qui a réussi à débaucher des membres du Parti socialiste. En fait, cela témoignait de quoi? Dans les années 70, après l'effondrement donc de l'Église catholique avec Vatican II et du Parti communiste par des phases successives, la fusion d'une gauche libérale et d'une droite libérale à partir des années 70. Donc il n'y a plus eu à partir de cette séquence historique de véritable opposition de fond entre une gauche et une droite. Et ça c'est devenu plus clair encore avec l'élection d'Emmanuel Macron. L'élection d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est au premier tour des élections, des gens, une partie du peuple de gauche qui, sur le plan identitaire, s'identifier à la gauche, va voter pour ce qui reste du Parti socialiste et surtout pour Jean-Luc Mélenchon. Et d'autre part, vous avez des oripeaux de la droite qui vont voter pour François Fillon. Mais au second tour, ce qui s'est passé, c'est que cette gauche libérale et cette droite libérale vont voter pour Emmanuel Macron. Et en fait, cette gauche et cette droite, ce qu'elle a en commun sur le plan géographique, comme l'explique Christophe Guilluy, c'est qu'elle vit dans les grandes métropoles, dans les grandes villes françaises. Donc les grandes villes bobos, où vous avez d'une part, comme à Paris, une bourgeoisie de droite et une bourgeoisie de gauche qui a phagocyté, vampirisé les quartiers populaires de ces villes. Et vous avez une autre tendance, sur un autre plan plutôt, c'est la séparation, ce qu'appelle Christophe Guilluy la sécession des élites, et ce qu'avait identifié Todd à un autre niveau, c'est-à-dire la séparation entre les 20-30% de la population du reste de la population, ce qu'il appelle les éduqués supérieurs, ceux qui font des études supérieures à partir de Bac plus 4, Bac plus 5, qu'on va retrouver dans des secteurs bien particuliers, du tertiaire, le journalisme, intellectuel, informatique, etc., qui vivent dans les grandes villes et qui vont peu à peu vivre en autarcie culturelle. Donc vous avez une superposition de l'autarcie culturelle, le monde des éduqués supérieurs, qui vit dans ces grandes villes qui font sécession avec le reste de la population. Et ce qui distingue en fait deux grandes périodes historiques, c'est-à-dire la période de l'Ancien Régime, même jusqu'au XIXe siècle, et la période actuelle, c'est que vous aviez encore jusqu'au XIXe siècle une élite intellectuelle, infime, qui dépendait, en tout cas qui sentait qu'elle dépendait de la masse de la population. Par conséquent, vous aviez des auteurs comme Victor Hugo, des éduqués supérieurs, qui vont écrire de façon à être compris de la masse. Donc vous aviez une interaction culturelle, une interdépendance culturelle dont étaient conscientes les élites. Aujourd'hui, avec l'émergence de ces éduqués supérieurs, qui représentent une masse importante de la population, 20 à 30%, on a une sorte d'élite ventriloque qui a émergé, c'est-à-dire des gens qui vivent en autarcie et qui pensent qu'ils peuvent, dans ces grandes métropoles, vivre seuls, indépendamment du reste de la population. À cela s'ajoute un autre mouvement, le mouvement de la globalisation économique. C'est-à-dire, à partir des années 80 notamment, avec Margaret Thatcher, puis Reagan aux États-Unis, l'idée qu'une société peut vivre sans industrie, sans artisans, sans toute une partie de la population qui est manuelle,
et qui permet en fait au sommet de la société de tenir. Ils se sont dit à partir de là, on va délocaliser notre industrie et on va abandonner toute cette partie de la population française et occidentale plus largement et envoyer ces usines dans les ateliers de Chine, d'Asie, etc. Et ce mouvement de globalisation économique a fait exploser les inégalités partout dans le monde occidental. Partout dans le monde occidental. Mais a permis, c'est vrai, d'enrichir une partie de la population de l'ancien tiers-monde, notamment en Asie. Mais ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est la réémergence de cette France qui est occultée, c'est-à-dire la France périphérique, celle qui constitue plus de 60% de la population et qui est arrivée à un point de rupture. Alors vous avez eu dans les années précédentes l'appauvrissement, la relégation de populations des classes moyennes en Grèce par exemple, et qui s'est terminé, comme vous le savez, par le pillage de ce pays, notamment par Goldman Sachs et l'Allemagne par la suite. Donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi? De ce point de vue-là, c'est le retour dans l'histoire de la France périphérique, ou plutôt le retour dans l'histoire de France de cette classe moyenne que les élites ont voulu détruire et même oublier. Parce que ce qu'appelle Christophe Guilluy, c'est-à-dire la citadélisation de la bourgeoisie, c'est à la fois se séparer du reste de la population, mais aussi l'occulter, la jeter aux oubliettes de l'histoire. Mais l'élection d'Emmanuel Macron a donné une impression qui est biaisée. C'est pour moi une élection trompe-l'œil. Parce qu'on a imaginé qu'Emmanuel Macron, son élection, était la victoire terminale, définitive, de cette classe supérieure des 1%, avec ces 20-25% qu'elle traîne derrière elle. Mais en réalité, d'après moi, c'est plutôt le chant du cygne. C'est l'annonce de la défaite de cette classe. Pourquoi? Parce que ce qui a permis au fond l'élection d'Emmanuel Macron, là on le voit, chiffres à l'appui, c'est encore une partie de la population française qui est protégée du système de la globalisation économique et du libre-échange. Concrètement, c'est quoi? C'est les salariés fonctionnaires de la fonction publique et les retraités. La fonction publique, les salariés de la fonction publique, c'est 20% de la population. Et les retraités, c'est 24% de la population française. Lors de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, dans les professions intermédiaires, il a fait 27%. Parmi les retraités, il a fait 25%. D'accord? mais ce qui est paradoxal, c'est que la politique d'Emmanuel Macron vise justement ces catégories-là, à les détruire socialement. Donc en réalité, le système est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. La pérennité du pouvoir de cette oligarchie dépend de ces deux catégories, c'est-à-dire fonction publique, fonction intermédiaire et retraités. Ce qui s'est passé aux élections européennes en juin dernier, c'est le décrochage, le début du décrochage des professions intermédiaires. Je vous l'ai dit, en 2017, il a fait 27% dans ces catégories-là. En 2019, aux élections européennes, il est descendu à 18%. Donc ces catégories-là, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, ont compris qu'ils étaient ciblés par les réformes du gouvernement Macron. Par contre, chez les plus de 65%, il est passé en 2017 de 25% à 47% dans cette catégorie-là en 2019. C'est-à-dire que le décrochage n'a pas commencé chez eux, ils ont encore eu du mal à comprendre, mais étant visés, ils sont les prochains sur la liste et les prochains à décrocher. Par conséquent, cette révolte des Gilets jaunes ne peut aboutir en révolution que lorsque ces catégories-là auront rejoint
la France périphérique, tous ceux qui sont derrière les gilets jaunes. Parce que ce qui a aussi permis justement l'élection d'Emmanuel Macron, cette victoire en trompe-l'œil, c'est la division de cette France périphérique, la division des classes populaires. Parce qu'une partie d'entre eux, comme je vous l'ai dit, imaginent qu'ils sont encore protégés par le système. Mais là, ils sont en train de comprendre, notamment ces salariés de la fonction publique, que eux, aujourd'hui, et leurs enfants demain ne seront plus protégés par ce système-là. Parce que il y a une idéologie de la globalisation, de la mondialisation, qui pousse en fait élite économique et culturelle à faire sécession, à imaginer qu'ils peuvent vivre sans le reste de la population. Ils vivent dans l'illusion en réalité. Maintenant, une révolution, c'est quoi concrètement, historiquement? C'est l'alliance du peuple, la majorité du peuple, avec l'élite ou une partie de l'élite. Ou bien la révolution, c'est autre chose, c'est la manipulation par l'élite du peuple. Là, on est dans une configuration particulière parce que c'est là où je parle de victoire culturelle, et c'est ce qui explique très bien le géographe Christophe Guilluy, c'est qu'on est entré dans une phase, notamment en France, même dans l'Occident en général, où ce n'est plus l'élite qui a le pouvoir, qui donne le là sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique et culturel, les élites n'ont plus prise sur le peuple. C'est ce qui explique notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est la résultante de ce dont je vous ai parlé, à savoir cette vie en autarcie de cette élite de 20-30% des éduqués supérieurs qui se parlent à eux-mêmes. Et en fait, quand vous regardez la télévision, quand vous lisez leurs journaux, qui sont de moins en moins regardés, de moins en moins lus, on se rend compte que ce sont des élites journalistiques, médiatiques, qui se parlent à eux-mêmes et qui ne parlent plus au reste de la population. Or, quand on analyse la séquence actuelle avec le Brexit, Trump, etc., quoi qu'on en pense, on voit qu'une partie de l'élite s'est emparée des thématiques que mettent en avant la France périphérique, l'Angleterre périphérique, les États-Unis périphériques. C'est-à-dire que les élites, au bout d'un moment, ne peuvent plus faire fi de ce qui préoccupe profondément la population. Ça, c'est la première des choses. Donc, la France majoritaire n'est plus sous le contrôle culturel des élites minoritaires qui a fait sécession, comme je vous l'ai dit. Et le mouvement des Gilets jaunes témoigne de cette pression culturelle grandissante qu'exerce le peuple français, la majorité, la France majoritaire, sur cette minorité. C'est ce qui explique la rigidification, entre autres choses, de la République aujourd'hui. C'est ce qui explique pourquoi on est passé d'un système libéral, sur le plan des mœurs comme sur le plan économique, à un système politique rigidifié qui ressemble de plus en plus à une dictature. Lorsque vous avez le contrôle, lorsque vous êtes dans une situation d'hégémonie culturelle et intellectuelle, vous n'avez pas besoin de cogner sur la population pour la maintenir sous contrôle. Dans un système libéral, vous pouvez maîtriser l'opposition politique, l'opposition idéologique. À partir du moment où la République commence à sortir la matraque, et d'ailleurs il y a eu des décrets qui avaient attiré mon attention dans des articles que j'avais écrits en 2015, que vous retrouvez dans ce recueil, qui témoignaient du début de cette rigidification. Par exemple, en juin 2011, il y a eu un décret qui a été émis autorisant la police, voire l'armée, à tirer à balles réelles sur les manifestants en cas de manifestation violente. Ça témoignait déjà d'une rigidification du pouvoir. En 2015, vous avez eu des lois sur le renseignement. En 2015, oui, c'est cela, qui témoignait d'une transformation d'un pouvoir de plus en plus
liberticide. Donc dans ce contexte, l'élite, 1% à laquelle est rattachée les 20-25% de la population, bénéficiaire du système, sent qu'elle est en danger. Danger réel, physique. Et de mon point de vue, le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas cette première phase qu'on a vécue, c'est le premier coup de semonce. Par conséquent, il sera plus aisé demain, pour cette France périphérique, cette France majoritaire, de contraindre une partie des élites à s'allier à eux. Parce que si vous voulez arriver à un débouché politique, au-delà de la victoire culturelle, il va falloir mettre en place cette alliance transversale. Et historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Mais là, vous avez un avantage, c'est que sur le plan culturel, vous avez gagné la première manche. Aujourd'hui, les élites ont peur. Et demain, les élites, ou une partie des élites, auront le choix entre être confrontés directement et violemment à la population, parce que là, ce qu'on a vécu, c'est, disons, le premier tremblement de terre. Mais il va y avoir des répliques de plus en plus violentes. Et dans ce contexte-là, vous êtes en position de force de négociation. C'est-à-dire amener une partie des élites, notamment dans la haute fonction publique, militaire et civile, j'insiste, militaire, si demain vous voulez qu'il y ait un débouché politique. Parce que cette élite-là, ou une partie de cette élite, devra prendre en charge les revendications du peuple de gré ou de force. Donc quelle forme cela peut prendre demain? C'est, je l'ai dit, une alliance transversale des représentants de la France majoritaire avec les élites, notamment aux fonctionnaires civils et militaires, sur la base d'un programme politique répondant aux attentes des Français. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Sur une phase autoritaire, parce que la révolution, c'est quelque chose de violent qui remet en cause l'ordre social, qui débouche parfois sur une guerre civile, et jamais vous n'avez une révolution qui part de la base. Ce sont toujours des élites bourgeoises, intellectuelles, qui donnent le là, qui lancent le mouvement, et ce sont toujours des élites qui tirent les marrons du feu. Et historiquement, je vous le dis, en France, ça passera par une phase autoritaire. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on peut passer d'une révolte populaire à un pouvoir populaire. Dans la réalité historique, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Parce que demain en France, et c'est ce qui se passe en fait actuellement, cette période de déstabilisation du pouvoir rigidifie le pouvoir. Donc il y a deux solutions. Soit la République se transforme véritablement en dictature, parce que je veux dire, il n'y a pas de progrès historique. La dictature n'est jamais derrière, elle peut aussi être devant. Soit sous la pression du peuple, vous avez un pouvoir qui prend en charge les intérêts du peuple et ses revendications, et là dans un cadre qui peut être mixte, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire mais sous contrôle du peuple, plus facilement encore aujourd'hui dans cette séquence où, comme je vous l'ai dit, culturellement c'est le peuple, la France périphérique, la France majoritaire qui est en position de force. C'est pour ça que je ne pense pas que la France basculera dans la dictature oligarchique. Par contre, on peut rentrer effectivement dans une phase dangereuse de rigidification du pouvoir et de plus en plus dure vis-à-vis du peuple et de la population en général. Je disais, on est déjà en dictature depuis 2015 avec Manuel Valls. Toutes les lois qui sortent aujourd'hui sont toutes faites pour emmerder le peuple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a les gilets jaunes. C'est dans cet état d'esprit que je le vois, moi. J'ai pu l'écrire à plusieurs reprises, là je l'ai encore dit. Effectivement, il y a une rigidification du système républicain. Mais ce n'est pas la première fois
que cela arrive dans l'histoire. Et cette rigidification n'est pas pour moi un signe de force du système. Au contraire, dans un système libéral, quand vous commencez à rigidifier votre système politique, c'est que déjà vous êtes en train de perdre sur le plan idéologique. Donc, et je l'ai dit, je l'ai écrit déjà depuis 2015, il y a eu un certain nombre de décrets, de lois qui sont passées de surveillance. Alors, ça s'est toujours produit après des attentats terroristes. Hein. Vous remarquerez que c'est après des attentats terroristes qu'on a fait passer des lois, comme les lois sous George W. Bush aux États-Unis, de surveillance accrue de la population sous couvert de surveillance de terroristes potentiels. Mais l'histoire est ouverte. On n'est pas encore dans une dictature définitive parce qu'il y a encore un peuple qui s'oppose à ce pouvoir-là. Et la première phase du mouvement des Gilets jaunes témoigne de cette victoire culturelle. Alors, il n'y a pas encore eu de renversement du pouvoir ou de révolution effective, mais la victoire politique dans la matière commence d'abord par une victoire sur le plan culturel ou des esprits, comme vous le voulez. 2018, où j'ai dit, n'imaginez pas que vous allez connaître le dénouement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ça prendra un certain nombre de mois, voire quelques années, avant que ça débouche sur une solution politique. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette alliance et la formulation d'un programme politique. Parce que là, il y a des revendications. Il y a des revendications, on les connaît, on sait de quoi, on a identifié les besoins du peuple et les causes de ce mouvement. Maintenant, il faut que ça soit comment dire, formulé, articulé sur le plan technique, scientifique. Et pour cela, il faut qu'il y ait une plateforme, des discussions, une alliance transversale et que des intellectuels, des élites, des hauts fonctionnaires établissent un programme bien précis qui réponde à ces attentes. Je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre et il ne faut pas s'imaginer qu'on peut le faire seul. C'est par des alliances que ça va se faire. Ou alors, ça sera la continuité de ce mouvement de sécession. Les métropoles, comme le dit Guy Lui, feront sécession avec le reste de la population. Et la France périphérique ne vivra pas en autarcie parce que c'est la majorité, mais vivra séparément du reste. Mais ce n'est pas envisageable. Ce sont les élites qui ne peuvent pas vivre sans le reste de la population. Ce n'est pas la majorité des Français qui ne peut pas vivre sans les élites. Quelle est à ton avis la façon actuellement, compte tenu du contexte, qui permettrait justement d'arriver à cristalliser un mouvement autour de valeurs communes qui soient perceptibles par la population et qui permettent un agrégat de ces gens-là qui pourraient venir rejoindre le mouvement des Gilets jaunes? D'après les sondages dès les premières semaines du mouvement, on avait 75 à 85% de la population française qui soutenait le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui est, comment dire, de génération spontanée. Les Gilets jaunes représentent cette France périphérique dont parle Christophe Guilluy, à savoir les professions intermédiaires, les paysans, les artisans, les PME, c'est-à-dire les forces vives du pays. Donc il n'est pas utile pour les Gilets jaunes de faire un travail de communication pour avoir un maximum de sympathisants dans la population française, puisqu'ils sont la population française. Maintenant, ils représentent la majorité de la population française et leurs préoccupations. Mais encore aujourd'hui, comme je le disais, il y a parmi les professions intermédiaires et d'autres des catégories de la population qui sont encore récalcitrants, qui ne rejoignent pas le mouvement ou alors qui ne sont pas des sympathisants du mouvement parce qu'ils imaginent qu'ils ne sont pas ciblés par les mêmes problèmes. Et en fait, au fond, c'est quoi le problème qui touche la majorité des Français, qui touche l'Angleterre, qui touche l'Europe, qui touche l'Amérique, qui a porté Trump au pouvoir? Comment est-ce que Trump est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir
avec un discours protectionniste, c'est-à-dire un discours qui fait la promotion de la réindustrialisation du pays, c'est-à-dire du contrôle des frontières, contrôle des capitaux, contrôle des biens, rapatriement des usines, le contrôle aussi des flux migratoires, puisque le contrôle des flux migratoires concerne et les Européens et l'ancien tiers-monde qui perd ses forces vives. Donc fondamentalement, le mouvement de sécession des élites en France, ce qui a aggravé l'appauvrissement des populations occidentales, c'est le système de la globalisation économique. C'est la perte de la souveraineté monétaire par la France, par exemple. C'est la spéculation boursière. C'est le fait, par exemple, qu'en 2008, c'est la population française, c'est le contribuable qui a renfloué les banques, qui ont joué avec leur argent dans la bourse. C'est le démantèlement de tout l'appareil industriel. En fait, fondamentalement, c'est ça qui a mobilisé les Gilets jaunes. Ce qui a poussé les Français à sortir dans la rue, c'est leur appauvrissement et c'est le fait de ne plus avoir de perspective d'avenir, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Donc la cause, c'est la globalisation économique et l'idéologie qui porte cette globalisation économique. Donc, si on a... C'est quoi le dénominateur commun du mal-être de toutes ces catégories, c'est-à-dire de 60 à 80% de la population française aujourd'hui, c'est ce système de globalisation économique, c'est le système de libre-échange. Et ça a été identifié par la population. Les gens savent d'où vient le problème. Maintenant, il faut un discours politique. En fait, il faut insérer ces attentes dans un discours politique qui convienne à la majorité de la population. Et pourquoi est-ce qu'on a introduit des black blocs, des racailles? Pourquoi est-ce qu'on a diabolisé les gilets jaunes en les traitant de fascistes, d'antisémites, etc. L'objectif était de les discréditer pour ne pas avoir à parler des questions essentielles qui préoccupent les gens et qui ont poussé les gens à mettre des gilets jaunes et à aller dans la rue, à savoir ce système-là de globalisation économique. Et vous remarquerez qu'il est extrêmement difficile pour certains économistes de passer à la télévision française et de faire la promotion du protectionnisme économique. Mais pourquoi? Parce que ça remet en question les privilèges des 1% qui bénéficient de ce système-là et des 20 à 25% de la population de gauche et de droite libérale, ceux qui ont voté pour Macron au second tour, qui bénéficient de ce système-là. Donc là, on n'est plus dans une lutte des classes traditionnelles entre prolétariat et bourgeoisie, on est dans une opposition entre la majorité des Français, c'est-à-dire le prolétariat et la classe moyenne, ou plutôt ancienne classe moyenne paupérisée, contre les 1% qui ont derrière eux 25% de la population. À construire avec les élites. Et par rapport à ça, j'aimerais avoir votre avis sur quelle est la nouvelle offre qui est en train de se construire, que je vois, qui est l'offre écologique. Est-ce que vous pensez que cette offre écologique est une offre viable, ou est-ce que c'est encore une offre, on va dire, pour un peu comme chiffon, pour faire distraction, dans le sens où l'offre écologique actuellement, elle est pour le marché, elle est toujours pour le capitalisme, etc. Donc en fait, il y a un certain nombre, on va dire, de paradigmes, de fondamentaux de cette offre écologique qui ne me semblent pas totalement compatibles avec les offres révolutionnaires qu'on voudrait porter. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Une question, c'est un discours. C'est bien. Oui, alors l'offre écologique, en réalité, c'est une subdivision du système de domination actuel. C'est-à-dire qu'il s'adresse essentiellement à des bobos qui vivent dans les grandes villes. Les écologistes sont des européistes, donc ils ne remettent pas en question
le système de libre-échange, alors que le système de libre-échange, si on l'étudie, on voit qu'il est anti-écologique. Si vous relocalisez toutes les productions, bah, vous allez réduire les émanations de CO2. Pourquoi aller acheter des fraises en Chine? Vous pouvez les produire en France, il n'y a aucun problème. Donc c'est un système qui ne remet pas en question l'euro, qui ne veut pas revenir à la monnaie nationale. Ils n'ont aucun discours sur la dette, qui doit être selon moi annulée, pas seulement selon moi, mais selon un certain nombre d'économistes. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la monnaie nationale doit être imprimée à la BCE, c'est-à-dire à Francfort, si je ne m'abuse. En réalité, ils n'ont aucun projet politique pour la majorité de la population. C'est une sorte de produit marketing qui permet aux bobos d'avoir bonne conscience, rien de plus. Donc je pense que c'est une offre politique qui n'a absolument aucun débouché, qui est un piège. Et je pense que ça, compte tenu de leurs résultats, il ne vaut pas la peine de s'attarder là-dessus. Mais effectivement, moi je reviens à des solutions concrètes. Pour répondre au monsieur, les valeurs, oui, c'est bien, y a pas de problème, je suis pour les valeurs communes, ça dépend lesquelles déjà, les valeurs ça se discute, surtout aujourd'hui où tout devient relatif. Par contre, un projet politique très concret, c'est-à-dire on annule la dette, bon ça c'est concret, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Annulation de la loi de 1973 qui interdit en fait à la Banque de France de prêter à l'État à taux zéro et donc qui emprunte dans les marchés, ça c'est très concret. Et vous parliez du discours fataliste, mais le système de libre-échange, ça s'est absolument pas fait naturellement. Il y a eu les accords de Bretton Woods, il y a eu l'annulation du Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act avait été mis en place pour séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est une loi qui a été annulée. Donc, ce sont des décisions politiques. Les institutions internationales, c'est pas non plus de la génération spontanée. La Banque mondiale a été créée par décision politique. Le GATT, ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce aussi. Toutes ces décisions politiques peuvent être annulées par d'autres décisions politiques. Il vous suffit de reprendre la main politique. Il vous suffit de reprendre la main. Vous prenez le pouvoir avec des élites, c'est-à-dire des... Alors, pour ce qui est de la révolution, il faut qu'on s'entende. La révolution, c'est pas nécessairement une table rase. La révolution, c'est pas du nihilisme. Hein. C'est pas on détruit tout, on rase tout et on rebâtit à partir de zéro. Il y a historiquement toujours une continuité administrative en cas de révolution. Quand vous avez un changement de régime, les hauts fonctionnaires, ils changent juste la couleur de leur chemise. Si demain il y a un basculement révolutionnaire, ce que vous aurez, ce sont toujours les mêmes hauts fonctionnaires au pouvoir, plutôt en poste, qui vont exécuter une nouvelle politique. Mais ce sont des gens qui sont des techniciens, qui sont formés pour. Je ne parle pas de l'ENA par exemple, parce que c'est une machine à fabriquer des abrutis, ainsi que sciences politiques. Et c'est même pas moi qui le dis, hein. Ce sont des gens qui en sont issus ou qui ont enseigné là-bas, qui le disent. Mais vous avez des gens qui sortent de Polytechnique, etc., ou qui sont ingénieurs des mines, etc., qui ont la formation pour. Moi, par exemple, je n'ai pas la formation pour piloter un État. Mais il y a des gens qui sont là pour. Mais ce ne sont pas eux des révolutionnaires professionnels. C'est pas eux qui vont formuler vos espoirs ou vos attentes politiques. Par contre, ce sont les techniciens qui, derrière, vont faire en sorte de faire les calculs nécessaires pour voir ce que ça coûte concrètement de revenir à une monnaie nationale, mettre un terme au système de libre-échange, le système de taxation à la douane, etc. Tout ça, ça doit se faire par des techniciens qui sont là et qui existent. Donc il y a une continuité administrative, mais vous avez une oligarchie qui est au pouvoir. Si la tête de cette oligarchie tombe avec une alliance des élites, vous pouvez redémarrer la machine et avoir un système politique qui répond à vos attentes. Oui.
Il faut que ce soit fait sous le contrôle du peuple. Parce que si on a nos élites qui assurent la continuité et qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'ils font, c'est foutu. Complètement foutu. Et il y a un Américain qui en parle très très bien, hein, cette oligarchie, c'est l'État profond. C'est Peter Dale Scott qui en parle de ça. Donc si on n'a pas la main sur l'État profond, c'est foutu. Moi j'ai un truc à dire par rapport à ce que vous disiez. Ah, pardon, je réponds et je suis totalement d'accord. On vit aujourd'hui la fin des partis politiques, du système politique traditionnel. Donc il faut réinventer des structures politiques, des plateformes de contrôle des hommes politiques au pouvoir, effectivement pas par le peuple, des organismes de contrôle des politiques, et pour s'assurer que les politiques mises en œuvre répondent véritablement aux attentes de la population. Vous parliez d'État profond, il y a un État profond aux États-Unis, il y a aussi un État profond en France. Mais il n'est pas unifié cet État profond en France. Vous pouvez déjà distinguer en France ceux qui pilotent actuellement essentiellement l'État français, qui sont une émanation du monde de la finance. Vous avez des gens qui font la navette entre la haute administration, Bercy et Rothschild et d'autres banques, c'est le cas de Macron par exemple. Et vous avez des gens qui représentent aussi une autre partie de l'État profond, qui sont liés au système industriel, c'est-à-dire l'économie réelle, qui sont dans la haute administration civile, qui sont dans la haute administration militaire aussi. Et ce qu'il faut faire comprendre à cette faction de l'État profond, c'est que son intérêt demain, c'est de s'allier au peuple, parce que d'une manière ou d'une autre, cette élite va être confrontée à la brutalité de la réalité. Par conséquent, demain, ils auront le choix entre rester muets et continuer à piloter l'État et suivre la politique telle qu'elle est aujourd'hui, ou alors, pour leur propre intérêt, pour l'intérêt de la nation, mais pour leur intérêt même personnel, s'allier à la majorité de la population dans un cadre qui est encore à construire, notamment avec des représentants des Gilets jaunes, une plateforme à construire et un projet politique où tout le monde trouvera son intérêt. Mais il faudra s'appuyer demain sur cette partie de l'État profond qui pilote l'État et qui, pour certains d'entre eux, seront prêts à s'allier au peuple français et comment dire, à répondre à ces demandes. Moi j'ai du mal avec ça, parce qu'ils nous trahissent déjà. Cet État profond là, c'est Vincent Jauvert qui en parle en France. S'il y en a qui veulent bien l'écouter. Vincent Jauvert qui en parle. Moi j'ai du mal à faire avec ces élites là, parce qu'ils nous trahissent déjà. Donc comment s'appuyer dessus? Alors, il faut pas oublier qu'il y a une partie des élites de la haute administration, même culturelle, intellectuelle, etc., qui subissent une sorte de terrorisme intellectuel. Et un terrorisme exercé par leur propre caste. Vous avez un certain nombre d'universitaires, d'intellectuels, même de la haute administration, qui sont, je vous l'assure, du côté des Gilets jaunes et du peuple français. Mais ils ne bougent pas parce que dès qu'un intellectuel français, par exemple, commence à prendre position, prenez l'exemple de celui que je vous ai cité, Christophe Guilluy, qui travaille depuis 15 ans sur la France périphérique. Je veux dire, lorsqu'il sort un livre, par exemple son dernier livre, il a été traîné dans la boue par les grands journaux. Vous avez des gens comme Emmanuel Todd, alors pourtant lui il a vraiment un pied et demi dans le système. Il avait sorti son livre qui est Charlie, et d'ailleurs déjà à l'époque, en 2015, il pointait du doigt cette élite culturelle des grandes villes qui était Charlie, en opposition au reste de la population française qui effectivement avait d'autres préoccupations que Charlie Hebdo. Et ils sont très nombreux dans ce cas. Mais il suffit de faire sauter la digue.
le jour où la digue idéologique sautera, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui se révéleront, qui aujourd'hui ont peur, se cachent, mais demain se révéleront. Et là, il faut être extrêmement froid et pragmatique. Oui, il y a des gens qui sont dans la haute administration, qui ont trahi, qui continuent à trahir, etc. Mais lorsque vous faites une révolution, vous changez de régime politique, effectivement, il y en a qui devront être jugés pour haute trahison, parce qu'effectivement, il faut faire des exemples, et il y a toujours des purges, historiquement. Je parle en tant qu'historien, historiquement, il y a toujours des purges, mais pour une autre partie d'entre eux, il faudra les réintégrer au système. Le but, non plus, c'est pas de faire la chasse aux sorcières et d'éliminer systématiquement tous ceux qui ont collaboré entre guillemets. C'est ça l'histoire, c'est ça la politique froide et pragmatique. Comment ? Christophe Guilluy. Christophe Guilluy, le géographe, le théoricien de la France périphérique. Il y a madame qui voulait poser une question. Merci, oui. Quand vous parlez de passer par une phase autoritaire sous contrôle, ma question est, est-ce que vous pensez aujourd'hui, et au vu notamment des événements, je pense à la Coupe du Monde d'Afrique et donc à la liesse, n'est-ce pas, et aux événements qui sont passés dans la rue et sur les Champs-Élysées, est-ce que vous pensez qu'on a un risque de guerre civile et que celle-ci serait provoquée éventuellement par l'État, hein, ou induite par l'État dans un objectif d'installer une véritable dictature sur la France. D'accord. Je sais pas si alors pour ce qui est de la guerre civile, on m'avait posé cette question-là en septembre 2016, j'étais à Nice. J'avais donné une conférence pour présenter un livre chez Culture Populaire et on m'avait posé déjà cette question. C'était 2 ans avant les Gilets jaunes. On me disait, est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une guerre civile? Et j'avais dit que la guerre civile ethnico-religieuse n'est pas une tradition française, qu'il y en a certains qui veulent l'activer, et je disais que je voyais plutôt une révolte à venir sur une base de revendications socio-économiques. Et je disais alors, on était en septembre, les gens peuvent vérifier, hein, c'est sur YouTube, je disais alors qu'on peut avoir dans les prochaines années une révolte de la population française, mais que dans le cadre de cette révolution, de cette révolte populaire sur des bases socio-économiques, il y aura des provocations ethniques, entre guillemets, pour faire dévier cette révolte. C'est précisément ce qui s'est passé. C'est précisément ce qui s'est passé dans les débuts des Gilets jaunes, lorsqu'on a, après, on a envoyé les casseurs Black Bloc et ensuite on a envoyé l'après-midi des racailles de banlieue pour venir piller les magasins que les Black Bloc avaient détruits auparavant. Donc il y a effectivement cette stratégie depuis plusieurs années. Et je disais alors, à l'époque, qu'il fallait déjà anticiper cette révolte à venir. J'étais persuadé qu'elle adviendrait et qu'il fallait dès lors produire un programme politique d'anticipation à cette crise du système et à cette révolte. Bon, maintenant on y est et il n'est pas trop tard pour élaborer un programme. J'ai perdu le fil. J'ai perdu. Oui. Alors oui, et l'argument, merci. L'argument entre guillemets de la guerre civile est utilisé par les élites pour faire peur, notamment aux Gilets jaunes, à la population française, pour leur dire en gros, vous avez le choix entre la soumission à l'oligarchie ou bien la guerre civile ethnico-religieuse. Il ne faut pas tomber dans le piège, parce que même jusqu'à aujourd'hui, alors, sans tomber dans le complotisme entre guillemets, mais quand les Gilets jaunes ont démarré le 17 novembre 2018, et quelques semaines plus tard, si ce n'est quelques jours plus tard, il y a eu un attentat à Strasbourg, un attentat terroriste, et immédiatement le pouvoir a voulu interdire les manifestations
pour des raisons de sécurité. Comme d'habitude, ça n'a pas découragé les gilets jaunes. Il y a eu les manifestations de joie poussées à l'extrême des supporters algériens. C'est une chose, mais ça relève de la, comment dire, de la sécurité policière, et ça se gère. Alors moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'il est difficile pour la police de gérer des supporters plutôt que de gérer des gilets jaunes. C'est-à-dire que pour gérer des gilets jaunes qui ne sont pas des casseurs, on met beaucoup de moyens. Et lorsqu'il y a des supporters en liesse, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on les laisse faire. On laisse faire les débordements, et on fait des gros zooms avec la caméra pour mettre cela en avant. Ce sont des techniques bien connues, mais qui ne fonctionnent pas, parce que les Français, leur préoccupation première, c'est ce dont je vous ai parlé, ce sont des questions socio-économiques, etc. Et même les questions d'immigration. Et d'ailleurs, les sondages mettent en évidence, un certain nombre d'enquêtes mettent en évidence que les immigrés de deuxième, troisième génération sont très préoccupés eux-mêmes par les flux migratoires actuels. Parce que les flux migratoires remettent en question une position sociale acquise par les immigrés de deuxième, troisième génération. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on imagine. Mais la préoccupation première des Français, elle est socio-économique. Mais étant donné que c'est une crise profonde qui s'est développée sur plusieurs décennies, vous ne pouvez pas dévier les Français de leurs préoccupations qui ont mûri sur plusieurs décennies par simplement quelques attentats terroristes ou des supporters en liesse. Donc on reste sur des tendances dures, on reste sur la longue durée, et je le dis aux élites, inutile de vous agiter dans tous les sens, ce ne sont pas des gadgets qui vont réussir à... C'est comme mettre un couvercle sur un volcan. Là on a affaire à des mouvements de plaques tectoniques extrêmement violents, et il va y avoir des répliques, et vous ne pouvez pas empêcher les répliques. Voilà. Je vous en prie. J'ai une question à vous poser sur un sujet, à mon avis, que vous n'avez pas abordé. C'est le rôle des médias et des outils qui sont utilisés par l'oligarchie pour aussi se maintenir au pouvoir et maintenir son emprise. Qu'est-ce que vous en pensez, et comment reprendre aussi, comment le peuple peut-il reprendre le pouvoir sur ces médias ? Je l'ai évoqué durant la conférence. J'ai parlé des médias, des élites, de la haute bourgeoisie, qui ne s'adressent en fait qu'aux élites. Je vous l'ai dit, les journaux que plus personne ne lit, ou les médias, BFM TV, etc., que les gens regardent même s'ils n'y croient pas, en fait s'adressent à cette élite qui vit dans sa bulle. Mais ils s'imaginent que ça porte parce qu'ils s'adressent à quand même 20 à 30% de la population. Il y a 20 à 30% de la population qui est sensible à ce discours-là, parce que ces médias utilisent leur code, leurs référents culturels, leur idéologie dominante, mais ils n'ont plus prise sur la population, parce que s'ils avaient prise sur la population, eh bien il n'y aurait pas de gilets jaunes. Et même si effectivement vous voyez des gens qui ont la télévision allumée, qui regardent la télévision, ça ne veut pas dire, c'est comme dans l'Union soviétique finissante. Bon, y avait la Pravda, il y avait les médias de propagande, les gens les voyaient, les gens les entendaient, mais ils n'y croyaient pas. Donc on est dans cette phase où d'Union soviétique finissante, où la population ne croit plus à ces médias. Et maintenant, pour ce qui est de la reprise en main par le peuple, à partir du moment où vous reprenez la main politiquement, vous reprenez le pouvoir, vous contrôlez la banque, et vous contrôlez aussi les médias. Vous nationalisez un certain nombre de banques, comme vous renationalisez un certain nombre de médias dont le peuple a perdu le contrôle et qui ne s'adresse plus au peuple.
mais qui veut influencer le peuple, mais qui s'adresse en fait qu'à 20-30% de la population. Il y a la dame là qui... Il faut regarder BFM pour savoir les mensonges qu'il raconte. Attends une seconde. Ah oui. Pose ta question. Moi, c'est un autre sujet. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une convergence des luttes au mois de septembre, par exemple? Des luttes entre les syndiqués, tous les agriculteurs, les enseignants, les infirmières. Est-ce que ça va pouvoir, ça va permettre d'avancer ou pas? Alors les syndicats, disons que je les mets de côté, parce que bon, ils ont beaucoup travaillé avec le patronat et c'est une force d'appoint du système. Par contre, la convergence des luttes, elle a déjà commencé. En fait, plus cette oligarchie aujourd'hui représentée par Macron poussera dans sa politique, dans sa logique, plus elle touchera des catégories de la population. Je vous ai dit, il reste encore les retraités qui n'ont pas tous décroché, il y a les professions intermédiaires qui ont commencé à décrocher, mais elles vont continuer à décrocher, et plus elles seront touchées par cette politique, plus elles viendront s'agréger autour du noyau dur des gilets jaunes, et à un moment donné, ça prendra de telles proportions que le système ne pourra plus tenir. Mais encore une fois, il faut anticiper et formuler une proposition politique sérieuse qui, dans laquelle se reconnaîtra. Parce que je veux dire, ce qui touche les salariés aujourd'hui, même dans le tertiaire, ce qui touche l'ouvrier, ce qui touche le patron de PME qui est écrasé, ce qui touche le paysan, c'est le même système. Vous pouvez proposer un programme politique, un projet politique qui répondra à leurs attentes, à tous. Donc c'est pas... Oui, pour vous répondre, oui, je crois en cette convergence, effectivement. Oui. Elle va dans le sens de l'histoire. Oui, tout à l'heure vous avez parlé de Bretton Woods et des accords d'Yalta, et aujourd'hui on se trouve dans un système global du nouvel ordre mondial. Et on fait quoi avec les gilets jaunes? Parce que on a beau être des gilets jaunes, les autres ils vont pas être d'accord. Vous comprenez? Il y a quand même une statue qui s'appelle Georgia Guidestone qui marque 500 millions d'habitants sur Terre. Donc eux, c'est leur principe. Est-ce que c'est le nôtre? C'est la question. Le mouvement des gilets jaunes s'inscrit dans un mouvement occidental plus global. Bon, on a identifié les causes, les institutions internationales, qui sont en fait les relais des banques américaines et disons anglo-américaines et judéo-protestantes, pour faire bien incarnées par Goldman Sachs et un certain nombre d'autres banques qui appliquent la vision du monde, la politique des banquiers, avec à l'appui la puissance militaire américaine. C'est ce qui s'est passé à partir des accords de Bretton Woods. Et en fait, les populations occidentales, notamment particulièrement en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, ne peuvent plus tenir, n'arrivent plus à supporter les conséquences de ce système. C'est ce qui a conduit au Brexit en 2016, on est en juin 2016, c'est ce qui a conduit à l'élection de Donald Trump, qui a fait toute une campagne isolationniste sur le plan militaire, géopolitique, et protectionniste sur le plan économique, et c'est ce qui a aussi conduit générer les gilets jaunes. C'est ce qui a en Italie poussé l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Liga. C'est un mouvement général. C'est pas simplement les quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de gilets jaunes. On a affaire à un mouvement massif. Aujourd'hui, les populations occidentales ne supportent plus ce système. Et donc vous avez des manifestations différentes de ce ras-le-bol qui vont se traduire différemment, selon les styles, selon la culture. Le Brexit en Angleterre, Trump aux États-Unis, les gilets jaunes en France. Mais le système ne va pas effectivement s'évaporer. Et il y a un rapport de force.
Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut élaborer un programme politique, mais aussi une stratégie politique. Il faut que les gilets jaunes, dans les phases à venir, s'arment sur le plan intellectuel avec des programmes politiques et des stratégies politiques. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut entrer en négociation. Et une négociation, c'est un bras de fer avec une partie des élites françaises et leur dire, en gros, voilà ce que nous on a de notre côté, c'est-à-dire la force du nombre, la victoire culturelle, la menace, elle est physique, la menace. Hein. Lors des premiers actes, je veux dire, Emmanuel Macron avait un hélicoptère qui était prêt à partir. Il y avait des gilets jaunes qui étaient pas loin de l'Élysée. Donc le danger est très concret. Et donc quand vous avez cette force-là avec vous, vous êtes en position de force donc pour négocier. Et donc vous devez arriver avec une stratégie, un programme, etc. Maintenant, l'enjeu, vous parliez des 500 millions. Alors le premier à l'avoir formulé vraiment publiquement de façon ouverte, c'était Zbigniew Brzezinski, qui est mort en 2017, qui était un des principaux géostratèges américains, une des principales têtes pensantes, où il disait qu'il fallait réduire, l'idéal c'était de réduire la population mondiale à 500 millions de personnes, avec 80% qui travaillent et 20% en fait qui pilotent le tout, qui était un ancien conseiller de Jimmy Carter et qui est resté très influent aux États-Unis. C'est d'ailleurs lui qui a poussé, qui a promu Barack Obama. Et c'est grâce à lui qu'Obama s'est retrouvé à la Maison Blanche. Effectivement, vous avez affaire à des forces extrêmement puissantes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France est visée, a toujours été visée? Pourquoi est-ce qu'on a déboulonné le général de Gaulle? Et pourquoi, même sur le plan déjà idéologique, la Révolution française a été importante pour certaines élites? C'est qu'il fallait garder le contrôle de la France, parce que la France est le cœur nucléaire de l'Europe occidentale, et même de l'Europe en général, en termes idéologiques et géopolitiques. C'est pour ça que le même Zbigniew Brzezinski, en 97, dans le Grand Échiquier, disait qu'il fallait absolument garder et maintenir le contrôle sur la France, en utilisant l'Allemagne pour faire pression sur la France. Parce que quiconque contrôle la France contrôle l'Europe de l'Ouest, quiconque contrôle l'Europe de l'Ouest peut faire pression sur la Russie, et on l'a vu notamment avec l'Ukraine. Donc la France constitue un enjeu majeur sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan géopolitique. Si la France bascule, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves pour les élites occidentales. C'est pour ça qu'ils maintiennent la pression et qu'ils voient les gilets jaunes d'un très très mauvais œil. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus pour le moment. Question ? Ouais, là-bas. Ah oui, il est partout, il était partout. Une seconde. Est-ce que la future crise monétaire qui pointe de plus en plus le bout de son nez et la dématérialisation de la monnaie fiduciaire, donc avec les monnaies cryptées, est-ce que ces événements peuvent agir, enfin comment ces événements peuvent-ils agir sur les soubresauts que connaissent la France ? Il y a des gens plus compétents que moi sur le sujet. Je pense notamment à notre amie Valérie Bugeaud, qui est une véritable spécialiste de ces questions-là. Mais si on prend l'histoire, les coïncidences historiques veulent que systématiquement, avant une grande guerre, notamment les deux précédentes guerres mondiales, ont été précédées de crises financières majeures. Il y a eu avant la guerre de 14-18 une crise financière dont on parle assez peu. Il y a eu avant la Seconde Guerre mondiale une crise financière, la crise de 1929, et un certain nombre d'économistes alertent actuellement sur une prochaine crise financière, c'est-à-dire une crise de liquidité plus importante encore que 2008. Et si on voit ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les accords de Bretton Woods, mais après on est revenu sur
le Glass-Steagall Act qui a constitué à une financiarisation plus grave encore de l'économie et à un mouvement de désindustrialisation et l'hégémonie du dollar après la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut craindre qu'après une crise financière qui pourrait advenir, une crise géopolitique majeure qui fasse basculer le pouvoir plus encore du côté de l'oligarchie. En tout cas, c'est le calcul qu'ils font, parce qu'une guerre mondiale leur permettrait, en tout cas de leur point de vue, dans leur calcul, de balayer un certain nombre d'ennemis. Il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale a débouché sur la fin des empires centraux traditionnels, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman, et une aggravation plus encore du pouvoir anglo-américain à l'époque. Donc c'est tout ce que je peux dire sur le sujet, mais je vous invite à inviter Valérie Bugeaud, qui est une spécialiste de ces questions-là. Valérie Bugeaud, voilà. Ouais, super. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez du travail qui a été accompli, qui est en cours d'analyse par le vrai débat. Je voudrais savoir ce que vous pensez du travail qui a été fait et qui est en cours d'analyse du vrai débat. Pourquoi je dis ça? En fait, vous avez parlé d'un programme politique. Pour moi, c'est une de nos bases de travail, effectivement, c'est capital. Et aujourd'hui, ça existe. C'est en cours d'analyse. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de participer à un des week-ends d'analyse du vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? C'est 24 000 propositions aujourd'hui qui ont été votées, qui viennent de citoyens comme tout le monde. C'est un potentiel énorme. Quasiment toutes les remarques que vous avez citées existent. Les remarques écologiques aussi. Quand on a ça entre les mains, c'est presque magique. Le travail qu'on a fait pendant ce week-end-là, c'était... ça a commencé, ça va se faire sur plusieurs semaines, sur plusieurs week-ends. C'est d'analyser toutes les propositions, d'essayer d'en faire une organisation, un organigramme. C'est super complexe parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont discutés. Et je parle de la démocratie, du RIC, de la santé, de l'éducation, des privilèges. C'est vraiment un vrai programme politique citoyen. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que moi je l'ai vu, j'ai eu la chance d'en apercevoir un bout. Est-ce qu'il parle de l'euro? Est-ce que l'euro a été mis sur la table? Est-ce qu'il parle du système de libre-échange, du protectionnisme? On les a pas toutes vues. Pour simplifier les premières analyses, on a travaillé sur 1059 propositions, celles qui ont été le mieux votées. C'est un vote majoritaire, c'est-à-dire que c'est grosso modo c'est bien, moins bien, c'est neutre. Puis ils ont pris les meilleurs, parce que vous comprenez bien que travailler sur 24 000 propositions, c'est un travail titanesque. Déjà 1000 propositions, c'est indescriptible. Mais oui, tous les sujets sont remontés. Donc ça convient à tout le monde en fait. C'est un programme citoyen qui est appétant pour tout le monde. D'accord. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Je n'en avais pas connaissance, donc je m'y intéresserai. D'accord. Oui. Plus de questions? Ok. Bon bah s'il n'y a plus de questions, merci à vous, merci beaucoup. Merci.